puis donc, pour finir sur Denver rapidement, Denver, est-ce que c'est la fin? Alors, est-ce que c'est la fin? Non, mais c'est vrai qu'il y a un peu... J'aimerais bien qu'on fasse attention et qu'il n'y ait pas non plus une surréaction de l'autre côté, mais en même temps, la conversation est un peu compliquée parce que beaucoup de monde calibre aussi la réussite d'une saison selon le tour où tu es éliminé finalement. Bon ben là, voilà, le champion en titre, l'équipe parfaite depuis l'an dernier parce qu'ils ont gagné le titre, donc automatiquement tu deviens parfait. Enfin, je caricature un peu, mais c'est quand même le cas pour dans beaucoup de cas. Ben là, finalement, ils sont éliminés au deuxième tour. Bon, mais c'est quand même très tôt, et puis voilà, et puis un tel, il a choke, il faut revoir la construction de l'équipe, etc. Bon, je pense qu'il y a quand même pas grand-chose à toucher dans cette équipe. Je pense qu'il y a du remodelage qui peut être intéressant. Je pense que le premier point, ce serait effectivement de voir si on peut pas retrouver un peu de profondeur sur, on va dire, le poste 4, on va dire, mais c'est pas obligé d'être un vrai ailier fort, mais voilà, on a vu que l'option Justin Holiday, qui coûte pas cher et qui est juste un role player, bah, c'était cool, quoi. C'était cool dans ce cas-là où bah, tu as besoin d'avoir un vrai spacing et où le cas de Gordon ne marche pas. Bon, il fait des matchs où il met des tirs, ok. N'empêche, ça fait quand même 2 ans ou 2 saisons de playoff 2023 et 2024 où en effet il est abandonné assez régulièrement pour que ça vienne aider au panier. Donc, c'est pas que c'est un compromis qu'on accepte parce il apporte tellement d'autres choses sur la table, comme on dit, pardon, pour cet anglicisme d'expression. Mais non, mais c'est pas non plus handicapant du tout, on va pas inventer ça. Et puis en plus, comme dit, c'est aussi un shooter capable. Parfois on lui appelle, Mike Malone lui a appelé des systèmes, des shoots dans le match 4 pour le relancer justement, et ça a bien marché. Mais voilà, je me demande à quel point, face à un match-up comme ça, on n'aurait pas plus apprécié avoir une option costaud, ou plus d'options un peu solides en poste 3-4 pour éventuellement avoir un 5-out un peu plus complet. Et donc ça recoupe aussi avec l'autre requis peut-être pour s'améliorer, qui est la question du backup 5, qui n'a pas été réglé du tout, qui pour l'instant c'est d'André Jordan et Zekenaji. Donc Jordan il tombe en morceaux depuis 3 ans, même plus même. Et puis Zekenaji c'est un backup qui a été signé, prolongé, parce qu'évidemment on va pas le laisser partir pour rien, maintenant c'est un contrat qu'on peut échanger. Mais voilà, Zekenaji il n'a pas joué des playoffs, quoi. Et à mon avis, à juste titre, c'est pas un pivot qui peut apporter de l'attaque, c'est un pivot qui est un pivot de switch-all, mais qui est pas très bon dans le switch-all. Donc voilà, c'est un peu le problème. Donc peut-être que tu peux faire aussi d'une pierre deux coups en fait, hein, en allant chercher un vrai backup 5 qui peut un peu shooter, ou alors de la profondeur avec Aaron Gordon poste 5, mais un autre ailier capable de jouer plus. Bref, donc à part ça, qui est un peu un remodelage très léger, disais-je, fermons cette parenthèse, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à changer dans cette équipe. Hein. On n'est pas sur le cas des Suns, on n'est pas sur le cas des Lakers qu'on a décrypté dernièrement, on n'est même pas sur le cas de OKC, où il y a peut-être un plus gros remodelage à faire. Mais bon, voilà, on est quand même avec Denver sur une équipe qui a été championne et une équipe d'élite. Entre guillemets, c'est juste qu'ils sont tombés sur le mauvais match-up. Et ça me fait penser, paradoxalement, enfin ironiquement en tout cas, que c'est ce qu'on avait dit en fait, hein, c'est ce que j'avais dit dans le bilan des finales qu'on avait fait en 2023 avec Antoine Tartrou. On avait fait un bilan en disant mais à quel point, moi je trouve qu'il y avait une certaine aussi surréaction parfois avant que ça gagne le titre, c'était l'équipe est pas capable de gagner le titre, hein, tant que tu l'as pas fait, t'es pas capable. Hein. Jokic est pas un joueur de playoff à cause de sa défense, à cause de plein de choses. D'un coup, il gagne le titre. Ah bah tiens, ça devient l'équipe géniale. Bon, j'avais eu du nez ou alors j'avais eu de la chance, mais j'avais dit finalement, attention, parce que si ça se trouve, l'an prochain, ils vont se faire sortir au deuxième tour s'ils tombent contre le mauvais match-up. Et là, d'un coup, tout le monde va un peu leur retomber dessus et il faut changer ça, il faut changer ci, et puis c'est pas parfait, et puis retomber dans des mauvais travers, quoi. Et puis, j'ai vu d'ailleurs que c'est ressorti des stats comme quoi Jokic n'a jamais battu une équipe à plus de X victoires ou un top 3 seed à l'ouest, etc. quoi. Donc, on voit que de nouveau, ça se réenclenche. Alors que, comme dit, c'est aussi juste que tu peux tomber contre le mauvais match-up au deuxième tour. Et à mon avis, on est un peu là-dessus. On est sur le mauvais match-up. Alors, paradoxalement, je m'attendais pas du tout à ça comme mauvais match-up, moi, mais peut-être on en reparlera tout à l'heure. Mais voilà, je pense qu'il y a peut-être eu une surréaction l'an dernier, comme on dit dans le podcast avec Antoine, un côté très embellissement de la victoire en rend tout beau, forcément. Donc, c'est devenu l'équipe parfaite, etc. Non, c'est une équipe qui avait aussi, qui a des faiblesses, pas non plus énormes, mais qui a certaines faiblesses, qui peut être attaquée d'une certaine manière ou d'une autre, qui est pas parfaite. Mais c'est pas non plus catastrophique, quoi. Et l'an dernier, ils ont eu aussi de la chance au tirage, comme on dit. L'an dernier, en termes de match-up notamment, sans aller sur, ils n'ont jamais affronté un numéro 1, un numéro 2 de conférence, parce que s'ils ne les ont pas affrontés, c'est que ces équipes-là avaient été battues par d'autres équipes, donc si tu affrontes le 6e ou le 7e, c'est parce qu'ils ont battu le premier ou le deuxième, techniquement. Mais bref.
Non, mais c'était aussi une question de à quel point est-ce que on n'avait pas, ils n'avaient pas eu un peu de la chance de ne pas affronter un porteur de balle d'élite qui aurait pu mettre à mal le pick and roll, ou alors, ou les deux, de ne pas affronter une équipe qui était capable de produire un 5-out complet, qui aurait aussi mis en grande difficulté la défense de Denver. C'est un peu le truc. L'an dernier, ok, ils sont champions, mais voilà, ils ont aussi, en termes de fit d'équipe affrontée, ils avaient eu beaucoup de chance. C'était pas leur faute, c'est pas leur mettre à leur discrédit, c'est pas leur retirer du crédit de dire ça. Mais en effet, il y a un peu ce mythe, comme on disait en juin dernier, le mythe de l'équipe parfaite. Et non, Denver n'est pas l'équipe parfaite. Denver est une équipe avec des forces et des faiblesses. Et c'est vrai qu'avec le titre, avec les Warriors qui avaient été, qui est une anomalie de construction d'histoire, avec LeBron James, enfin bref, il y a un peu ce mythe de pour gagner, il faut l'équipe parfaite. Alors que non, il faut juste une équipe performante et qui a un peu de réussite peut-être au tirage, ou en tout cas qui s'en sorte bien, qui ait du coaching, etc., etc. Donc, c'est là où je pense que la vérité est peut-être entre les deux, c'est-à-dire que on est plus bas, entre guillemets, que peut-être la surréaction positive de certains fans de Denver l'an dernier, en disant, ben voilà, c'est parfait, ça va dérouler, etc. Et on est un peu plus haut que certains qui, là, commencent déjà à enchaîner en disant, ben voilà, ils sont sortis tôt, on le savait, Jokic, c'est pas un joueur de playoff, la défense, ça passe pas, etc., etc., quoi. Donc voilà, c'est un peu le jeu, c'est normal, il y a un peu des surréactions à chaque fois dans les deux sens. Bon, je trouve que c'est juste que tu es tombé contre le mauvais match-up, quoi. Et encore, on parle de ça, mais bon, il y a eu un comeback dans le match 7 et ils menaient de plus de 20 points. Et en plus, dans ce match-là, ils mettent aucun tir, on l'a dit, 25% à 3 points. Peut-être que s'ils en mettent 2 ou 3 de plus, le comeback se fait pas, quoi. Ou alors, même s'il y a le comeback, il y a le money time et puis ils gagnent, quoi. Donc, là aussi, attention à pas aller trop dans un sens ou dans l'autre. C'est pareil, comme Minnesota a gagné, on voit que le côté positif. Alors que s'ils avaient perdu juste ce match-set, même série, mais juste le match-set, on aurait beaucoup plus insisté sur les faiblesses de cette équipe. Là, voilà, Denver, ça se trouve, s'ils avaient gagné, on n'aurait pas du tout insisté sur ce qu'ils ont fait de mal. On aurait juste dit, tiens, le champion en titre qui a du cœur et qui a trouvé les solutions. Et en effet, ils ont trouvé des solutions. C'est juste que malheureusement, la vérité c'est toujours plus nuancé que ce qu'on voudrait. On aime bien nuancer pour que ça rentre dans un certain narratif, pour simplifier aussi, très simplement. Mais voilà, c'est attention aussi aux surréactions parce que ils sont passés à une mi-temps de passer, quoi. Et de passer contre une très belle équipe, on l'a vu. Donc, voilà. Et d'ailleurs, ça m'amène aussi à un autre point, au-delà de ce côté, comment est-ce qu'on calibre cette équipe, qui, non, n'est pas une équipe parfaite, mais non, c'est pas non plus une équipe qui est pas faite pour les playoffs, ok. Mais, pareil, moi, l'élément de la fatigue, je sais que ça a beaucoup été utilisé comme argument en disant, voilà, c'est peut-être Minnesota très jeune, très dynamique et tout, c'est peut-être ils ont fini par fatiguer Denver. Bon, je sais pas, je suis pas trop fan de cet argument, déjà parce qu'on ne sait pas concrètement, on peut deviner, évidemment, peut-être, mais voilà, encore une fois, comeback match 7, deuxième mi-temps. Et si ça passe, s'il n'y a pas ce comeback un peu sorti de nulle part, s'il y a deux ou trois tirs en plus qui rentrent, on n'en parle pas de la fatigue. Ou alors on dit, tiens, ils ont été fatigués, mais ils ont quand même réussi à aller au bout, quoi. Ils ont quand même réussi à les battre au final. Donc je sais pas, la fatigue, oui, non, peut-être, parce que en même temps, vous pourrez aussi me répondre, oui, mais en même temps, ils n'ont pas gagné le match. Donc c'est qu'en effet, il y avait de la fatigue au niveau des tirs. Mais bon, comme dit, les aléas au shoot de cette équipe de Denver, ça ne date pas que le match 7 et la fatigue, ni même le match 6. Ça date d'avant, ça date du début de série, ça date du premier tour. Voilà, donc à quel point est-ce que c'est vraiment la fatigue qui les a fait manquer des tirs ? Je sais pas, je suis pas convaincu. J'ai l'impression que c'est un peu un patch de rationalisation. Peut-être que c'est vrai, mais à quel point est-ce que c'est vrai ? À quel point c'est important ou pas en termes de proportion ? Je ne sais pas. Donc voilà, on en revient à ça, à la place de Denver dans l'histoire, toujours un peu compliqué. Je pense que c'est juste que c'est pas une équipe parfaite. Voilà. Et qui, si tu tombes le bon match-up, tu gagnes, tu tombes contre le mauvais match-up, tu peux aussi perdre. Ils auraient pu aussi gagner, d'ailleurs, même contre le mauvais match-up. Mais c'est très compliqué. C'est compliqué de toujours se situer parce que là, forcément, il y a des gens qui veulent tout faire péter. Il y a des gens qui rationalisent par la fatigue. Il y a des gens qui vont rationaliser par il faut échanger Jamal Murray. Bon, Dieu sait que je suis pas le plus grand fan, mais je dirais quand même pas jusque-là non plus. Mike Malone, qui a fait d'ailleurs une série tactiquement qui était géniale, et qui pourtant avant en conférence de presse, maintenant il pète les plombs et il dit non, mais... Enfin bref, il devient un peu arrogant, alors que dans la victoire, il faisait un peu le kéké, et là dans la défaite, ça passe moins bien. Il y a des gens qui vont pointer du doigt peut-être le côté Bruce Brown, ils ont perdu en profondeur, alors que pas forcément en fait. Ils ont pas tant que ça perdu en profondeur, pour le coup. Moi je trouve pas. À part Jeff Green et Bruce Brown, mais qui ont été un peu de facto remplacés. Peut-être pas autant, mais bon, il n'y a pas non plus un gap énorme, quoi. Il n'y a pas non plus une différence entre la profondeur 2023 et la profondeur 2024.
D'ailleurs, quand on a fait notre tier list des supporting cast, je crois que Denver était premier, deuxième, troisième, top 2, top 3 pour sûr. Donc, bon, c'est pas non plus ça la différence, mais voilà, comme dit, on cherche peut-être à rationaliser et chacun trouve un peu les excuses qu'il veut, ou en tout cas les raisons, pardon, qu'il veut. C'est peut-être un peu de tout. C'est peut-être aussi juste le fait que tu perds une série très disputée, en fait. Et que, encore une fois, tu n'es pas une équipe parfaite. Mais parce qu'il n'en existe pas une équipe parfaite. C'est peut-être aussi un peu un mythe, ce truc-là. Un mythe qui date de la théorie théoricienne, ou alors un mythe qui vient aussi de cette fameuse équipe des Warriors, peut-être. On pense que le niveau est à ce point haut de standard, alors que non, en fait, tu peux gagner le titre en étant moins bon que ça, en fait. Et là, voilà, vu que t'es pas parfait, tu peux aussi perdre. La même équipe, elle peut gagner le titre, mais elle peut aussi se faire éliminer au deuxième tour, quoi. Donc c'est pas non plus choquant. Mais par contre, c'est vrai que, juste pour terminer, c'est vrai que moi, ce qui m'a un peu étonné, c'est que dans nos limites, évoquées l'an dernier, dans le bilan des finales, c'est que, en effet, le parcours avait été clément, on va dire, et notamment, ils n'avaient pas affronté ni de porteurs de balles d'élite en forme, on va dire, ni, surtout, donc, pas de spacing parfait. Pas de five-out en face, et donc, il y avait toujours un peu un non-shooter, ou en tout cas une valve de décompression pour la défense, pour un peu essayer de compenser, parce que avec Jokic, tu es obligé de pratiquer une certaine défense un peu risquée pour le protéger. Tu fais des 2 contre 1 avec lui sur le ballon, et donc tu orientes le jeu ailleurs, mais donc il faut que tu sois capable d'encaisser ce surnombre derrière, le 4 contre 3 ou 3 contre 4 pour Denver plutôt. Voilà, donc ça c'est compliqué de gérer un 3 contre 4 si c'est dans un spacing parfait. Et en effet, donc c'était une des limites, ma principale limite, moi l'an dernier, c'était de dire Denver, moi je suis pas totalement convaincu. Alors il y a tout ce côté Jokic, vous savez que je suis un peu fan de Jokic, donc c'est pas moi qui vais vous le dire le contraire, mais à quel point est-ce que en défense c'est un peu validé ce côté c'est une équipe de top tier défensivement qui on a enlevé tous les doutes défensifs qu'on pouvait avoir. Pas trop. Moi il me restait un peu ce côté non, mais ils n'ont pas affronté un top porteur de balle et ils n'ont pas non plus affronté un spacing parfait. Mais en même temps, le contre-argument qu'on exposait aussi, c'était le fait que Jokic, c'est le vaseur communicant ultime. C'est-à-dire que dans ce fameux jeu du basket des vases communicants, certes, en fait, il n'a pas affronté de space out, de five out parfait, de spacing parfait, mais pourquoi aussi? Parce qu'en face, les coachs ne peuvent pas se permettre d'aligner que du spacing, parce que il est tellement fort lui-même en attaque que tu as aussi besoin en défense d'avoir des mecs solides. Donc, oui, en un sens, il n'avait pas affronté de spacing parfait, mais à quel point il existe une équipe en NBA ou pas qui possède à la fois un spacing parfait tout en étant assez fort défensivement pour résister à Jokic, c'était la question. C'était vraiment la question. C'était le contre-argument, c'était de dire, voilà, dans ce fameux jeu des vases communicants, ok, il n'est pas parfait en défense, Jokic, il apporte des risques et des compromis, mais en même temps, il est tellement fort lui-même en attaque que ça t'oblige à aligner des profils aussi très défensifs. C'est un peu ça l'idée. C'est ce côté, le vaseur communicant ultime. Il n'est pas parfait en défense, mais il est tellement fort en attaque que lui-même dicte les line-up, et donc c'est aussi pour ça qu'il arrive à dicter qu'il y ait des line-up plutôt défensifs, et donc pas des line-up offensifs parfaits. Exemple, en finale, on n'a pas eu des line-up avec Kevin Love au poste 5 en 2023, alors qu'on aurait pu. Mais pourquoi? Parce que, non, tu peux le faire, et ok, tu vas avoir un spacing parfait, tu vas lui faire un peu plus mal, mais en fait, si tu perds autant de points que tu n'en gagnes toi-même en défense, parce que du coup, il peut s'amuser face à Kevin Love, quel est l'intérêt? Il n'y a aucun intérêt. Donc voilà, c'était la thèse et l'antithèse. On avait présenté la thèse qui était on n'est pas convaincu totalement parce que, attention, ils n'ont pas affronté un spacing parfait pour l'instant, mais contre-argument, les vases communicants, le vaseur communicant ultime, à quel point cette équipe qui a les deux, défense de Jokic plus en même temps spacing parfait, existe. Et là, paradoxalement, c'est pas du tout comme ça que Denver a été battu, en fait. C'est ça qui est marrant, c'est que on s'attendait à ce que ce soit une équipe qui vienne appuyer sur un peu la faiblesse de Denver, qui leur fasse mal, mais là, c'est pas du tout ce qu'on a eu. On a eu une équipe qui a gagné parce qu'elle a non pas amplifié la faiblesse, mais elle a diminué la force de Denver, et donc notamment la force offensive. Et ça, moi, c'est vrai que pour le coup, je l'ai pas vu venir. Je pensais vraiment que l'équipe qui battrait Denver serait plutôt justement les mettre à balle en défense, parce qu'en attaque, ils ont à peu près les solutions à tout. Mais là, non. Là, non. Et en même temps, pour me défendre un peu, et pour nous défendre un peu, parce que je pense que j'étais pas le seul, mais qui était capable d'imaginer une telle équipe de Minnesota qui est à la fois ses line-up et ses forces extérieures défensivement et intérieures. Et en plus, comme dit, pas que face au ballon, pas que en défense on-ball, mais aussi élite on-ball
intérieur-extérieur, mais aussi élite off-ball. Dans l'activité off-ball et la gestion des espaces, la défense dans l'espace, cette équipe de Minnesota, elle est à ce point élite. Donc c'est là où finalement c'est marrant. Alors si vous n'êtes pas fan de Denver, mais moi je trouve ça marrant que au final, bah ouais, t'es arrivé à les battre parce que non pas t'as amplifié leurs faiblesses, comme on s'attendait, on s'y attend depuis quelques années, on dit bon, voilà, pour battre Denver, il faut les battre en défense. En fait non. En fait l'équipe qui les a battus, elle a aussi réduit l'écart entre les deux, l'écart attaque-défense. Elle a pas tant amplifié la défense que réduit leur impact offensif. Et en un sens, on l'a pas vu venir, mais en un sens également, comme dit, bah finalement, c'était pas si prévisible que ça, je trouve. En tout cas, plutôt, on va le reformuler comme ça, il faut se rendre compte de à quel point est-ce que cette équipe défensivement est une anomalie. Et pas juste de niveau de jeu, mais de profil et d'accumulation de profils différents et tous excellentissimes, quoi. Parce que là, je pense que bon, moi j'ai parié sur Dallas contre Minnesota parce que je pense qu'ils ont certains autres profils, eux, Dallas, qui peut faire mal, mais je pense que Dallas est très content que les Timberwolves aient éliminé Denver. Alors Dallas aurait pu insister sur la défense de Denver, ok, mais la gestion du Jokic aurait été un casse-tête sans nom. Et je vois pas comment est-ce qu'il y serait arrivé. Et même, en fait, pourquoi est-ce que je dis ça ? Je vais étendre. Je ne vois pas qui aurait pu défendre Jokic à ce point. Il y aurait peut-être d'autres équipes, du genre Boston avec Porzingis, qui auraient pu faire mal avec le côté spacing, justement, et donc faire mal à la défense, mais qui, en NBA, est capable de pratiquer de tels schémas et avec un tel niveau d'exécution et en termes de absorber les décalages, défendre le post-up avec des aides, faire des rotations, faire des prises à deux pour le forcer à lâcher la balle et quand même compenser, protéger le panier, faire ce genre de couverture sur pick and roll où tu défends pas le porteur de balle, etc., etc. Qui aurait pu faire ça ? Ben, honnêtement, pas grand monde. Hein. Je pense que cette année, il n'y avait que Minnesota pour être à ce point bon défensivement face à Jokic. Et même ces dernières années, il n'y a pas des tonnes d'équipes. Hein. Franchement, j'essaie de réfléchir, mais peut-être une itération des Warriors, peut-être, de l'époque à la fois Durant et Draymond Green, mais même là, à quel point le manque de taille, voilà, à quel point il n'y a pas un côté vase communicant, hein, comme dit, où tu es obligé de faire jouer le Kevin Looney, peut-être, pour la taille, ou un autre gros, mais du coup, tu perds aussi en attaque, etc. etc. Donc, voilà, aussi pour souligner le fait que, premièrement, un peu ironiquement, c'est pas du tout une équipe qui a fait mal à la défense, qui les a battus, c'est une attaque qui a atténué l'attaque, et ça, vous ne pouvez pas s'y attendre. Mais deuxièmement, on pouvait aussi assez peu s'y attendre et le prédire, parce que l'équipe est à ce point une anomalie, en fait, en termes de profil, en termes de force, intérieur, extérieur, on-ball, off-ball, etc., etc. Donc, en effet, l'équipe n'est pas parfaite, elle est peut-être pas parfaite non plus offensivement, parce qu'on a vu quelqu'un les battre, mais ce quelqu'un, c'est peut-être l'antidote parfait défensivement. Donc, est-ce qu'on est prêt à tout chambouler à Denver ? Non. Est-ce qu'il faut remettre en cause le titre de l'an dernier ? Non plus. Est-ce qu'on a affaire à une équipe qui, peut-être sur une durée de 5-6 ans, va gagner 2-3 titres ? Oui, possible aussi. Est-ce qu'il n'y a pas eu peut-être une exagération l'an dernier et une exagération cette année dans l'autre sens ? Peut-être aussi. Voilà quelques réflexions, mais je pense qu'il n'est pas temps de tout chambouler. Je pense pas. Et je pense que même, comme dit, même face à ce match-up qui était parfait pour eux, enfin parfait pour l'adversaire, pardon, pour Minnesota, par rapport au feed défensif, etc., ils sont quand même passés à une mi-temps, quoi. Ils sont passés à une mi-temps et un shot-making aléatoire qui est pas du tout tombé dans leur sens, de passer. Là, toutes ces éloges sur la défense de Minnesota, à quel point ils sont élites, à quel point le coaching a fait des ajustements, mais aussi parce qu'il y avait le personnel, etc., etc., on les aurait faites, même si Minnesota avait perdu. Mais au niveau du grand public, ça aurait été moins visible. Je pense que si Denver avait gagné cette fameuse deuxième mi-temps du match 7, on dirait encore une fois, c'est Denver en l'arme absolue, l'attaque absolue qui trouve les solutions à tout. Bref, on va pas faire plus long. Mais voilà un peu pour l'histoire de cette série. On va se garder ça sous la main, on se fera un méga best-of peut-être, on le réécoutera ça d'ici 10 ans peut-être pour se revivre tout ça, la bataille stratégique, tactique. Peut-être que ce sera marrant d'ailleurs de voir qui à l'avenir est capable de stopper ou de re-stopper peut-être Denver sur les prochains playoffs, 25, 26, 27, 28, je ne sais pas. Mais voilà aujourd'hui pour cette série, une série qu'on n'est pas prêt d'oublier entre les Minnesota Timberwolves et les Denver Nuggets. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.